Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'un des citoyens engagés les plus populaires de France, Jérôme Rodriguez. Fraîchement sorti de garde à vue, suite à son interpellation ce samedi, lors du mouvement du Convoi de la Liberté, Jérôme Rodriguez a accepté de répondre à mes questions pour revenir sur son parcours et son engagement depuis 3 ans et demi au service du peuple français. Figure emblématique des Gilets jaunes, est devenu symbole suite à la perte de son œil lors d'une manifestation le 26 janvier 2019, Jérôme Rodriguez nous raconte son histoire, sans tabou et avec son cœur. YB Voice. Allô ? Allô? Oui, bonjour Jérôme, ça va ? Et toi, Yannick, ça va? Bah ça va, impeccable. Bah c'est plutôt à toi que je demande ça parce que je sais que t'as passé un week-end tendu. De merde. Ouais. Non mais je viens de voir là sur Instagram, t'es sorti du tribunal, c'est ça? Ouais, hier après-midi, bon, je sais plus trop quelle heure il était, peut-être 14h30 à tout casser. Et ouais, je suis sorti, mais je passe en jugement le 8 juillet. Le 8 juillet, d'accord. Ouais. Donc c'est pas terminé. Ils ont fait du sale, quoi. Ils veulent ma peau. Normal. Si c'était pas ça, ils m'auraient mis autre chose sur la gueule, c'est tout. Est-ce que tu peux nous parler, enfin là je te parle en émission, hein, comme tu sais c'est enregistré. D'accord. Alors j'ai ma petite fille qui joue pas loin à côté. Ça peut te faire du bruit, ça te gêne pas, je sais pas. Non bah au moins ça prouve, bah t'es chez toi, t'es tranquille, Ah au bah j'ai une naturel. vie. Je fais pas que le con dans la rue, tu vois. Bah là, je te parle, je suis en train de plier du linge, tu vois. Bon bah là on peut pas faire au plus naturel. C'est clair. Est-ce que Alors justement dis-moi tout. tu peux nous raconter ce qui s'est passé ce week-end? Je sais que tu es parti pour manifester pour le convoi de la liberté. Et Alors c'est un peu particulier. ouais, Donc déjà dans l'absolu, en ce qui concerne, enfin sur ce qui se passe là à l'heure actuelle, je suis accusé d'avoir organisé le convoi de la liberté, chose qui est complètement fausse, parce que je n'ai aucun poste, aucune fonction, aucune responsabilité quant à l'organisation de cette manifestation du convoi. Sauf que comme tu as une grosse partie des Gilets jaunes qui organisent, des gens que je connais qui organisent et tout, et que le projet reste intéressant, je me dis que je vais continuer le taf que je fais depuis 3 ans, c'est-à-dire de pouvoir le relayer, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait en amont, de pouvoir avoir accès aux différents orgas pour avoir des questions, parce que le fait aussi d'avoir de la visibilité, les gens viennent te voir et te disent, mais Jérôme, on peut avoir des infos, qu'est-ce qui se passe, on en est où, tu vois. Donc, moi aussi, à un moment donné, j'étais aussi un peu, c'est limite, je fais un job de journaliste, à essayer de trouver un peu tu fais le l'info, le relais truc. en fait. Ouais, le relais à partir du moment où j'ai l'info, tu vois, aussi. Parce que si c'est pour faire le relais de rien, c'est pas la peine non plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je fais le job et tout, donc en amont. Et puis le vendredi, mais le truc, tu vois, limite, c'est une des rares fois où je cadre le truc. Je trouve un copain qui a un scooter, on se tape le délire d'aller jusqu'à Beauvais. Je te garantis qu'il caillait de dingue, hein, tu vois. Et puis on a filmé le convoi qui arrivait du nord et qui avait fait une halte du côté de Beauvais dans un petit bled autour de Beauvais et pour rejoindre la capitale, tu vois, comme il était prévu par le convoi. Et puis là, je fais vraiment purement mon rôle de liveur, tu vois. Je filme, on est sur le scooter, on filme, enfin, tu vois, je fais mon job. Le samedi au réveil, je fais un petit tour sur les champs pour le fun, et puis je continue à faire du relais. Et même le matin, d'ailleurs, je fais un live où c'était un peu le bordel sur les ondes et que j'en appelle aux organisateurs de peut-être prendre un petit peu leur responsabilité, de dire aux gens ce qu'ils ont à faire, parce que je connais un peu la chanson, tu as beaucoup de provinciaux qui vont à Paris, et les mecs sont complètement paumés, tu vois. Donc voilà, et puis l'après-midi, je décide de me rendre à la traditionnelle manif des Gilets jaunes du samedi après-midi, celle qui est tant critiquée, celle qu'on appelle la balade ou tout autre synonyme dégradant pour des gens qui combattent, tu vois. Et puis on sait, on le sent, je le vois sur mes lives, c'est le bordel, tout le monde le dit, c'est le bordel sur les champs, ils ont pris les champs, faut aller là-bas, faut aller là-bas. Puis à un moment donné, moi je résiste pas, si tu veux, quelque peu, et c'est là où peut-être je commence un petit peu à déconner, c'est d'aller voir ce qui se passe. Alors que je sais pertinemment que j'ai pas le droit d'aller là-bas et qu'aller là-bas,
Bah, tu c'est sais que mal tu vas être finir, la tu vois. cible numéro un, tous les regards, on va dire, ils vont être Ouais, braqués sur toi. non, mais minimum, je vais me prendre 135 euros, tu vois. Ou alors, je vais me prendre une garde à vue, histoire de me faire chier, mais sans plus. Et puis là, donc, je pars vers le dos, au final. Et puis comment te dire, j'arrive à hauteur, on passe par Madeleine. Et puis, arrivé sur Madeleine, on prend, je sais plus quelle rue, et puis on tourne à droite, et puis là, on se retrouve sur le faubourg Saint-Honoré, la rue de Macron, et je me dis, Devant le putain, palais, ouais. on avance devant le palais, mais je sais pas pourquoi, quand j'ai compris qu'on n'était pas dans une bonne rue, je me dis, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il y avait une rue à gauche qui nous permettrait de tourner et de pas forcément passer devant le palais, parce que c'était pas la bonne chose à faire, si tu veux. Et j'y vais vraiment pas pour faire chier mon, qu'est-ce que je vais faire tout seul devant le palais? Non, mais sérieux, tu vois ce que je veux dire? Bref. Puis bah là, je me fais gauler, et puis voilà, l'enfer commence. L'enfer commence, j'arrive en garde à vue. Je suis donc dans un premier temps incriminé d'organisation de manifestations non autorisées en vue de commettre des violences sur personne et dégradation. Génial, tu vois. Et puis bon, normalement, tu te dis, voilà, au pire, grand max, 24 heures, tu ressors, tu as une amende, au pire, un rappel à la loi ou un sans suite, donc toujours dans la majorité des cas. Et puis bah là, non, l'enfer commence, ils veulent à tout prix me trouver quelque chose, me mettre sur le dos le fait que c'est moi qui ai organisé le convoi et de me mettre la responsabilité de tout ce qui s'est passé, quoi, tout simplement. Tu penses que c'est pour vraiment ne pas te faire sortir de la journée au plus tard possible pour que tu aies le moins d'influence possible? Oh, je pense en soi de m'avoir fait galérer, oui, mais de là jusqu'à me déférer au parquet, de vouloir de la part du procureur, il faut savoir que le procureur, c'est celui qui est nommé quand même par le président de la République et que la première chose que lui demande, c'est un contrôle judiciaire qui m'impose de ne plus aller en manif jusqu'à mon jugement. C'est très fort comme demande, si tu veux. C'est vraiment là, tu sens que je dérange et qu'il est préférable que je reste à la maison le samedi, que je sois là peut-être à faire mon job de liver et d'avoir ce leadership auprès du moins en tout cas de la grosse majeure partie des Gilets jaunes et voir d'autres citoyens en colère, parce qu'au vu entre guillemets, de mes statistiques Facebook, je vois, j'ai eu quand même presque 70 000 abonnés qui sont arrivés ces derniers mois, on va dire depuis juillet, sur une base de 190 000, si tu veux, c'est quand même énorme, et ce ne sont pas des Gilets jaunes qui ont rejoint la page où on parle de mécontentement et de ce qui ne va pas aujourd'hui en France, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est surtout, il y a je pense qu'il y a une effervescence justement avec les gilets jaunes en vue même des prochaines élections présidentielles. C'est-à-dire que, Je sais pas après sur le présidentiel, parce que c'est quand même, même ne serait-ce que sur le petit réseau, attention à moindre mesure politique avec qui je peux discuter, beaucoup d'hommes politiques, alors c'est beaucoup des maires hein, en plus, qui me disent ils n'ont jamais vu comment ça s'appelle, une révolte, une enfin, élection présidentielle, ouais, non, une élection présidentielle se passer comme elle se passe. Et dans ce c'est climat-là. du jamais vu, ouais, c'est du grand n'importe quoi, en plus sous Covid, le président qui fait campagne, qui s'annonce pas en campagne, tu vois, il y a plein de comme il y a 30 000 maires apparemment de ce que j'ai entendu dire, hein, tout ça c'est à mettre au conditionnel. Après, j'ai pas le temps d'aller chercher, enfin de confirmer ce genre d'infos, mais 30 000 maires qui voudraient pas donner leur signature, donc ça laisse un réservoir de 6 000. Donc tu as un paquet de candidats déjà, ce qu'on appelle à 1%, qui n'ont pas la certitude d'être au premier tour. Et puis, tu as plein de candidatures citoyennes où des gens se proposent à la candidature pour peut-être proposer un projet citoyen dont certains groupes émanant de Gilets jaunes qui font remonter ne serait-ce que les cahiers de doléances qui ont été mis aux archives. Et ben, ces gens-là, on leur permet pas de donner de la voix et il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça, on va en revenir justement tout à l'heure sur la parole des citoyens. Toi, Jérôme, tu es connu du grand public depuis le début du mouvement des Gilets jaunes en 2018. Et là, j'ai vu ce week-end dans la presse que tu ressentais comme étant être un prisonnier politique, comme tu me l'as dit un peu euh, juste avant là. Est-ce que le fait justement de te faire taire souvent et arrêté par les forces de l'ordre peut à terme te décourager à manifester? Alors là, on t'a demandé de ne plus manifester jusqu'à juillet, mais est-ce que toi, pendant ces 3 ans et demi, pardon, euh, au fil du temps, parce que je pense que tu as dû faire un nombre de gardes à vue incalculable, tu as dû recevoir beaucoup d'amendes lors des manifestations, est-ce qu'à un moment, ça te décourageait à manifester au fond de toi? Non, 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 parce que
tu sens que tu gênes et que si, tu sais, tu es un petit peu la poussière dans le rouage, tu vois, bah, pour faire une espèce de métaphore, tu vois, Macron était en marche. Je pense que le mec, il a voulu sprinter et que, à l'image de l'ensemble des Gilets jaunes, hein, pas à titre personnel, on est devenu le caillou qui l'a empêché de courir, tu vois. Et il est bon aujourd'hui peut-être de faire taire un opposant politique. Donc avant d'être un prisonnier politique, je suis surtout un opposant politique qu'on essaye de faire taire. Dans l'absolu, je n'ai pas été en prison. Mais à défaut, d'ailleurs, je le dis souvent, dans un CV de gilet jaune, il ne me manque que la case prison. J'ai perdu un œil, je me suis fait savater par les keufs, insulté, menacé, des gardes à vue, des amendes, des diffamations, des passages au tribunal aussi pour des conneries, euh, des, des accusations, des saloperies médiatiques, si tu veux, tu vois, en termes d'image. Ne serait-ce que pendant 3 ans, l'œil n'est que la partie visible de l'iceberg de ce que l'État a pu me faire subir et, euh, et, euh, et faire subir à certains membres de ma famille aussi. C'est l'arbre qui cache la forêt un peu, l'œil, finalement. C'est ça, parce que tu vois, je me souviens quand je suis, tu vois, moi je suis pas dans la politique fiction, tu vois, je suis pas dans, j'aime bien les séries et tout ça, il y a pas de souci, j'y prends goût, mais à un moment donné, je suis très terre à terre et assez réaliste. Et tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont venus me voir, Jérôme, tu fais de la moto, attention aux plaques de verglas, Coluche, tu vois, un petit peu des comparaisons comme ça. Donc à un moment donné, alors, on était dans les premières semaines où j'ai perdu mon œil, et donc il commence un peu à me faire flipper, puis je demande à mon avocat, je dis, mais sérieux, les mecs, Coluche, machin, patacouffin. Le mec, il dit, écoute, Jérôme, là, physiquement, ils ont essayé de te toucher, ils feront plus rien. Par contre, enfin, il m'a fait comprendre que socialement, enfin, dans ma vie personnelle, ils allaient me déglinguer, quoi. Ouais, par la suite. Ouais. Donc, voilà. Après, c'est ce qu'on dit, hein, tu vois, tu ne mesures pas la force d'un homme au nombre de fois qu'il tombe, mais au nombre de fois qu'il se relève. Et puis, j'ai la peau dure, et puis, ce serait leur donner raison, et puis aussi continuer, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien, j'en ai toujours autant, des soutiens, au vu de presque de mon dernier live hier. J'ai vraiment une grosse communauté derrière moi et ne serait-ce qu'au niveau des marcheurs du samedi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui ont beaucoup de respect, beaucoup de sympathie. Samedi, ça a été une journée énorme parce que c'est le genre de journée où tu as la province qui monte à Paris et beaucoup n'ont pas eu. Alors, ça va te paraître particulier, mais c'est pas présomptueux comment je parle, mais beaucoup n'ont pas vu Rodriguez depuis 3 ans dans le mouvement ou ne m'ont jamais vu, ou d'autres ne m'ont pas vu depuis longtemps parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas monté à la capitale. Ça a été un grand moment quand même samedi. Et, euh, et ils sont contents de me voir. Je suis aussi content de les voir, hein, parce que c'est quand même agréable de se prendre des sympathies, à défaut d'aller en garde à vue d'ailleurs. Donc je prends plaisir, si tu veux, à redonner aussi aux gens ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils continuent à me donner, par un sourire, par une photo, par un échange, par un débat, par un câlin, par un bisou, principalement avec les mamies aussi. J'ai beaucoup de mamies qui sont derrière moi. Donc, tu vois, c'est beaucoup, Bah, comme ces je dis, relations toi, j'ai humaines, toujours eu c'est important aussi la famille, quoi. dans un esprit de solidarité. Le fait que Ouais, et tout le puis, monde se tu sais, rassemble, se rencontre, en fait, qu'il n'y ait pas de... Parce que là, je vais pas... j'ai pas envie bah, de... pour te donner une anecdote, pendant 2 semaines, j'ai dû pour la première fois déclarer des manifestations parce que la personne qui déclarait des manifestations a eu un souci et ne pouvait pas le faire. D'accord, d'ailleurs, une petite pensée à lui. Et on s'aperçoit que la préfecture fait vraiment ce qu'elle veut, quoi. C'est elle limite qui décide du parcours. Et le deuxième samedi où je déclare avec mon collègue, arrivé le jeudi soir, mon collègue me dit non, mais moi je vais pas signer une manifestation comme ça. On n'est pas des moutons, on n'est pas là pour se faire balader et tout. Et puis à un moment donné, il y avait aussi l'autre déclarant qui lui était au bout de sa vie parce que rien n'était signé alors que lui il voulait la manif. Puis à un moment donné, je dis à mon collègue écoute, signe parce que quelque peu on a ce devoir d'accueil des gens qui attendent leur manif le samedi, même en naissant, même si voilà ceci ou cela. Et ben au moins ça fait plaisir à beaucoup de personnes, ça permet de se retrouver, de discuter et de passer un moment ensemble, même si c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc Ouais. c'est ça aussi que je redonne au travers du mouvement. C'est pas principalement à fond dans le combat, si quelque peu, si tu veux, mais aussi pour redonner aux gens ce qu'ils m'apportent et cet échange qu'on peut avoir, ce lien social au final. Et puis tu sais, comme je le dis souvent, la famille, tu vois, c'est vrai que c'est un peu mon mot d'ordre, mon leitmotiv depuis le début du combat et beaucoup de gens se reconnaissent dans ça et c'est ce qui permet aussi d'être ensemble, quoi. Je disais que le jour où tu as perdu ton œil, c'était le 26 janvier 2019. C'est bien ça? Ouais, Ouais. Et ben du c'est coup, ça, voilà, exactement. quelques semaines après, donc moi j'ai des amis qui ont voulu manifester avec les Gilets jaunes dans la ville de Vorep. Alors, bon, moi j'étais pas avec eux, puis moi même de nature, je manifeste jamais.
Donc je préfère garder les idées pour moi et voilà, après c'est mon choix. Et en fait, voilà, mes amis se rendent sur le lieu de la manifestation et au bout de 5 minutes, il y a un policier qui les menace avec un flashball, mais à aller à quoi 2 mètres de distance et avec le viseur en plein dans la tête. Et j'ai un de mes deux amis qui est parti en courant et mon deuxième ami l'a suivi et ils sont rentrés. Je leur ai dit, ah, bah, ça n'a pas duré longtemps la manifestation. Ils m'ont dit, ouais, bah, si c'est pour perdre un œil comme Rodriguez, laisse tomber. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question derrière ça, est-ce que tu reçois beaucoup de messages de personnes qui ne souhaitent pas manifester par peur d'être blessées, finalement? Pour faire simple, j'inspire deux choses. Donc la première chose, c'est des gens qui vont me regarder ou qui vont connaître mon histoire et qui vont se dire non, non, mais c'est pas possible, je peux pas perdre un œil, je reste à la maison. Qui ont conscience qu'il y a un problème, mais qui n'ont peut-être pas, alors attention, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais peut-être pas assez de courage pour aller de l'avant et de comprendre que peut-être le nombre fera que bah, il y aura peut-être plus, il y aura peut-être pas d'œil crevé, tu vois. Et puis tu as une deuxième partie de gens qui se disent ah, attends, le mec il a perdu son œil, il a depuis 3 ans, vas-y, il a trop de courage, moi aussi j'y vais, quoi, tu vois. Et j'ai beaucoup de gens qui sont descendus de par ce qui m'est arrivé. Tu vois, j'aime apprendre cet exemple d'un couple qui sont devenus mes amis sur la manifestation. Et tu vois, pour des gilets jaunes, ce sont des gens, ils m'ont dit clairement, qui déclarent plus de 18 000 euros aux impôts par an, donc des gens qui Ouais, gagnent en bien fait, leur c'est vie. tout type de profil, les gilets jaunes. Voilà. Non, mais j'aime bien donner celui-là parce que nous, tu sais, enfin, quand je dis nous, la plupart des gilets jaunes, c'est on est descendants des fumeurs de clopes et des buveurs de bière qui profitent des acquis sociaux et qui n'en branlent pas une de la journée. Tu vois. Donc, quand tu as ce genre de personnes qui te dit, moi, je déclare plus de 18 000 euros, qui prouvent que ce sont des travailleurs, mais qui ont compris qu'il y a un souci aujourd'hui en France et qui sont descendus parce que j'ai eu un œil crevé et qui n'acceptent pas la violence aujourd'hui dans la rue, c'est quand même fort. Donc, tu vois, tu as quand même ces deux types de personnes qui ne viendront pas en manif euh, parce que, voilà, ils savent ce qui m'est arrivé ou qui est arrivé aussi à 30 de mes collègues, tu vois. Donc, c'est ça que ça peut inspirer aujourd'hui. Après, tu as une autre catégorie aussi de personnes, celles que je peux rencontrer dans la rue, qui me disent, nous, Jérôme, on n'est pas des marcheurs. Par contre, si vous arrivez à vous structurer, si vous arrivez à faire quelque chose de concret, on rejoindra les Gilets jaunes, on votera pour eux. Pas forcément dans la rue, tu vois, c'est pas des gens des militants de rue, comme on pourrait peut-être les qualifier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaisseraient pas? Donc, Jérôme Rodriguez, tu vois, je suis d'une fratrie de 4 gamins. Mon père est portugais, il est venu en France en 79. Alors, c'est pas forcément un immigrant du travail, c'est plus par amour. Il a rencontré ma mère qui est française. Et puis, je suis arrivé quelques mois plus tard, par la suite. Et puis, donc, j'ai grandi dans le 93. Donc j'ai grandi avec une double culture franco-portugaise, ajoutée à l'ensemble des cultures qu'on pouvait avoir dans la cité. Donc, quand je parle de culture, aussi bien en termes de pays que de spiritualité. Donc, ça m'a permis aussi si tu veux, d'avoir un panel devant moi de gens différents qui me permettaient d'apprendre et de voir autre chose que ce qu'on pourrait voir chez nous ou dans notre propre culture. Et ça, moi, j'ai adoré la banlieue et c'est pour ça que je prends plaisir aussi à défendre la banlieue, à des fois de leur cracher dessus, tu vois. C'est que c'est super multi-ethnique et qu'il y a beaucoup à apprendre des uns et des autres et qu'à défaut de parler de ce qui nous sépare, parlons de ce qui nous rapproche et il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent. Donc, c'était là l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Bon, après, je suis le genre d'élève bon, un peu intelligent, comme disaient les profs, mais qui préfère se marrer en cours que de bosser, on va dire, donc qui se limite à la moyenne, histoire de faire plaisir aux darons. Et puis, il y a donc un parcours scolaire qui va jusqu'à une première générale. Et puis, comme j'avais goûté, alors moi, le feignant hein, qui profite des acquis sociaux, à l'âge de 15 ans, j'avais commencé à bosser sur les marchés. Donc, je me levais à 5 heures du matin pour aller bosser. À 17 ans au lycée, je livrais déjà des pizzas aussi le soir, tu vois, je faisais des jobs d'étudiant comme des milliers d'autres hein, à l'époque et même encore aujourd'hui. Et donc j'avais commencé à gagner, si tu veux, de la thune et le plaisir et le fait de pouvoir être autonome. Parce que je suis un gamin qui n'a jamais eu d'argent de poche, hein, j'ai été élevé un peu à la dure, le travail c'est une valeur pour mon père, donc un peu comme la communauté portugaise, on les connaît aussi de ce côté-là et qui sont respectés par ça. Donc j'en avais un peu marre des cours
général en première, c'est philosophie. En plus, j'allais arriver en terminale, philosophie et tout, ça commençait déjà à me gonfler alors que j'y étais pas. Et je décide de me réorienter en apprentissage. Donc, je trouve un CFA vente. Puis, j'étais pas mal emmerdé pour trouver un métier parce que, mine de rien, avant d'avoir un œil crevé, je suis daltonien et j'ai été repéré par l'armée. Mon daltonisme a été repéré par l'armée, ce qui fait que j'avais une multitude de métiers, ne serait-ce que d'État, comme conduire des bus. Là, la RATP, j'ai pas le droit. Conduire des métros, Ah, mais des trucs comme ça. ça a été découvert tard. Non, j'avais 15 ans, je devais rentrer dans une école d'armée, sur une école de sous-officiers. J'avais déjà des envies d'émancipation, si tu veux, sortir du carcan familial et aller voir autre chose. Et je devais rentrer dans une école de sous-officiers où on allait m'apprendre un métier d'électromécanicien sur des chars et tout ça, tu vois, et tout en étant dans un cursus de l'armée. Et puis, bah, quand ils ont détecté mon problème, ils m'ont pas accepté. Bah, tu m'étonnes, si je fous le fil rouge à la place du marron et que je fais péter le char, les mecs, ils ont eu bonne gueule, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc, j'étais un peu limité en termes de métier. Et puis, bon, bah, voilà, j'ai un peu ce bagou, hein, tu vois, cette éloquence que beaucoup me connaissent. Et je rentre dans ce qu'on appelle une école de vente. Et donc, un CFA à vente où je travaille en alternance. Et puis, je travaille à la société Disneyland Paris. Donc, je fais toute ma formation et mon cursus d'apprenti vendeur au sein du parc d'attractions Disneyland Paris. Et j'y ai pris grand plaisir, j'ai appris énormément de choses, j'ai connu énormément de gens déjà, tu vois, j'avais déjà beaucoup de gens de beaucoup de nationalités différentes, parce que Disney, c'est pareil, tu as le monde entier qui y travaille et puis tu as le monde entier qui vient visiter. Donc ça, c'était génial, j'ai passé 3 ans, j'ai eu beaucoup, par rapport à d'autres apprentis avec qui j'ai pu discuter, j'ai eu énormément de bol, j'ai eu des tuteurs géniaux qui m'ont donné des responsabilités, qui m'ont appris plein de choses, qui m'ont envoyé vers plein de formations qu'on le veuille ou non, si tu veux, dans tout ce qui est marketing, vente, service aux clients aussi, ça c'est ce qui est prépondérant. J'ai appris énormément. Et puis bon, après, on aime ou on n'aime pas, l'américaine ou pas, tu vois, même si on dit anticapitaliste ou tu vois, patati patata, la preuve en est, je suis pas anticapitaliste de ouf, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Et puis sur un CV, ça pèse lourd. Sur un CV, ça pèse lourd. Donc j'ai mon bac pro à la main, tu vois, donc même avec mention d'ailleurs, ce qui a fait plaisir à ma mère. Donc ma mère me dit continue en BTS, donc j'ai fait un an BTS, mais là en BTS, je me retrouve dans le même style de cours en général. Donc je continue l'alternance si tu veux, hein. Mais tu vas en cours d'économie droit, tu n'as plus l'échange que tu pouvais avoir avec les profs en bac pro. Là, tu te retrouves sur ce qu'on appelle des cours magistraux. Ça m'a vite gonflé. J'avais promis à ma mère d'essayer, pas d'y arriver. Donc au bout d'un an, j'ai un peu lâché l'affaire. Et puis donc j'ai un peu vadrouillé pendant une demi-année. Puis je suis parti travailler un an au Club Med, où là aussi j'ai énormément appris. Pareil, beaucoup de monde, des gens avec qui discuter, échanger, du monde entier, aussi bien des gens qui travaillent que des gens qui viennent au Club Med, tu vois. Et puis bon, un an au Club Med, c'est très très dur. Tu sais, cette fameuse phrase, on n'est pas au Club Med d'ici, je te garantis que quand tu travailles au Club Med, eh ben, cette expression ne vaut rien parce qu'au Club Med, tu t'en chies. Donc j'ai beaucoup appris. Et puis c'est la première fois où je quitte le carcan familial aussi, tu vois. Ah Je oui, gagne en ouais, autonomie. tu quittes le domicile familial, ouais. D'accord. Ouais, voilà, tu vois, j'ai 21 piges à l'époque, hein, Ouais, est-ce oui, que j'ai 21 piges d'ailleurs. jusqu'à cette période-là, des études supérieures, enfin, de l'âge des études supérieures, tu vivais chez tes parents? Toujours. À 21 ans, je suis encore chez mes parents. Ok. Voilà, quand je sors du BTS et que je patrouille un petit peu, je travaille comme coursier à l'aéroport, je fais 2 mois barman. J'ai toujours bossé, si tu veux, tu vois, j'ai toujours eu des petites combines pour avoir mon petit billet et même en étant chez mes parents, bon, bah, je mettais un petit peu d'argent sur la table parce que ça, c'est quelque chose que mon père, c'était important. Et puis ça permet aussi d'apprendre que quand tu vas vivre tout seul, bah, à un moment donné, c'est pareil, tu le mets sur la table, donc tu vois. Euh, et puis, euh, et puis je te dis, voilà, j'ai fait le Club Med. Et puis au bout d'un an, je sors du Club Med, je suis rincé. C'est un table de ouf là-bas. Je suis mort, donc je me repose un petit peu. Moi qui suis pas du tout grasse mat, j'étais vraiment fatigué d'ailleurs. Et puis ma mère, quand on rentre, bah, j'étais au Portugal à cette époque-là, on rentre début septembre, elle me dit, ouais, tu vas faire quoi? T'as pas, enfin, tu vois, tu trouves toujours des petits métiers comme ça. Enfin, tu vois, les conseils d'une mère, quoi. Faut que tu travailles, patati patata, quoi, tu vois. Et je dis à ma mère, t'inquiète pas, du boulot, il y en a. Lundi, je vais à la NPE. Puis bon, bah, là, je vais à la NPE. À l'époque, c'était des petits papiers, tu sais, hein, c'était pas les ordinateurs, hein.
Donc tu prenais une petite annonce, c'était pour être un chance si tu téléphonais. Et là, je fais le tour et puis je vois magasin de jouets, cherche vendeur ou démonstrateur. Et puis bah, je téléphone et puis je tombe sur un gars. Il me dit, vous êtes dispo quand? Je dis, bah, quand vous voulez. Il me dit, bah, cet après-midi. Je dis, bah, le temps de me faire une fraîche et j'arrive. Et puis l'après-midi, je fais le rendez-vous. 24 heures après, j'ai le poste. Et puis là, j'ai 22 ans et 3 mois après, on me propose d'être responsable d'une grosse partie du magasin de jouets dans lequel je bossais. On est au moment de Noël. Et si je réussis mon coup, bah, je suis validé en tant que tel. Et puis, bah, j'ai la rémunération en tant que tel. Donc, je tente le pari, je réussis le pari. Et puis là, je suis lancé quelque peu sur ma carrière, on va dire, professionnelle. Je gagne très bien ma vie. J'ai un super job. Je kiffe mon job. Je vends des jouets. Tout ce qui me convient. Tu vois, je suis un bon vendeur, mais je suis pas capable de vendre des sapes. Je suis déjà pas capable de m'habiller. Capable Et de puis vendre, voilà, déjà. oui, mais vendre après, voilà, il y a des techniques. C'est voilà, vendre, tu l'apprends pas à l'école. C'est une relation que tu vas avoir avec le client. C'est une proposition que tu vas pouvoir faire. C'est un service que tu vas pouvoir apporter. Je travaille dans le plus grand magasin de jouets de Paris. On a des personnalités connues, c'est dans les beaux quartiers, c'est un site historique d'ailleurs où on bosse, donc tout est assez beau, c'est assez magnifique. Tu sais, franchement, on est bien, quoi. Tu vois, je passe 10 ans là-bas, je gravis les étapes, je fais tout ce qu'on appelle toutes les familles du jouet, je m'éclate. Puis bah, après 10 ans passés dans la même société, t'as des envies d'ailleurs. On est en 2008, je pars sur une autre boîte, je deviens commercial, donc je suis tout seul dans ma bagnole. Pour le coup, c'est la première fois de ma vie que je bosse seul. Puis au bout d'un an, ça me fait chier. En plus, je me farcis des mecs de Leclerc qui t'insultent sur des négos commerciales alors que tu viens pour parler business. Tu es là pour faire de l'argent, je suis là pour faire de l'argent, on ne peut que s'entendre. Pourquoi me chier dessus, tu vois? Donc ça a commencé un peu à me gonfler. Et puis moi, je suis pas du genre à me faire marcher sur la gueule. Je pense que les gens ont compris. Donc à un moment donné, je me casse. Alors, donc, soit ça pète et je me casse, soit je me casse avant que ça pète. Et puis on est en 2008, la situation est compliquée au niveau économique en France, donc je me retrouve un petit peu la gueule dans l'eau. Et puis là, bah, pareil, je m'inscris au chômage, mais je suis jamais au chômage. Tu vois, je vais faire des missions de nuit dans les Leclerc, dans les Carrefour pour remplir les rayons. Bref, je ramène ce qu'il faut à la maison. J'ai déjà une première petite fille. Je, je suis séparé de ma première femme. J'ai une autre femme avec qui ça se passe bien. Tu vois, bon, bref, la vie, quoi, tu vois. Donc, plusieurs boulots, toujours dans le jouet aussi, souvent, tu vois, des petits magasins par-ci, par-là. Puis voilà, après, tu sais, moi j'ai une vie compliquée, enfin une vie compliquée, j'ai une vie normale, tout va bien, et puis un jour, bah, je me suis cassé la gueule. Alors ça existe, hein, cette légende de tout perdre en 48 heures. Donc ça m'est arrivé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc pareil, là tu prends conscience, c'est là où j'ai pris conscience que bah, c'est sympa de bouffer du pain blanc pendant des années, d'avoir oublié aussi ce que c'était le pain noir, parce que je t'ai dit, gamin de banlieue, 4 gamins à la maison, les 2 parents qui travaillent, il y avait des mois compliqués aussi, c'était pas facile, comme beaucoup de banlieusards, comme beaucoup de gens qui vivaient dans les cités. Mais moi, j'avais oublié. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à bosser, vraiment, j'ai toujours gagné mieux ma vie que ma mère, tu vois. Donc, et là, je redécouvre ce qu'on appelle le pain noir. Et j'avais oublié d'où je venais, si tu veux. J'avais oublié ces périodes un peu compliquées. Attention, on n'a pas crevé de faim, hein. Voilà, dans le misérabilisme. Il y a eu des périodes compliquées. Mais j'avais oublié, si tu veux. Et je me suis pris une grande claque dans la gueule. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à la rue, hein. J'ai tout perdu, le job. Je devais partir en Espagne. Ensuite, j'allais au Portugal ouvrir des magasins. J'avais trouvé une super boîte. J'étais parti un an en formation en Espagne. Ouais, je parle plusieurs langues parce que ça aussi, c'était par rapport au CFA et à Disney. Et donc, et puis voilà, j'allais avoir un parcours j'allais avoir un parcours professionnel de ouf. Et puis en 48 heures, j'ai tout perdu. Femme, appartement, travail, enfin, un truc de dingue, un truc, tu Ouais, fais tout un en même film, temps, quoi. quoi. C'est pas, ouais, c'est ouf, tu vois. Bon, bah, advienne qu'il pourra. La télé chez mon grand-père, je remercie encore aujourd'hui. Et puis, bah, je me sors de la merde tant bien que mal, hein, tu vois. Et puis, bah, je réalise que, bah, tu sais, quand t'as tout perdu au final, mais je te garantis, hein, j'avais plus rien. Il me restait que ma télé. Bah, et mes vêtements et ma télé. Mais bon, bah, t'as pas besoin de grand-chose au final dans la vie, tu vois. Tu t'aperçois il y a des choses que tu crois essentielles et que finalement, non, parce que pendant plusieurs mois, j'ai galéré. Il y a même des moments où, pendant 8 mois, j'ai pas eu de frigo, tu vois. Ah ben c'est quand on perd en vrai, tout ce qu'on a comment dire qu'on se réfère à l'essentiel, qu'on s'aperçoit que C'est ça. l'essentiel c'est le plus important. Ça reste le plus important. Après c'est que du bonus, que du surplus. Voilà, donc après, je continue mon périple, je rencontre quelqu'un, je vais habiter
2 ans à Perpignan. Bon, après, l'histoire se termine. Puis tu t'aperçois qu'à Perpignan, c'est clair, c'est beau, il y a le soleil et la mer. Mais le sable, ça te nourrit pas. Les tafs, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai aussi passé mon permis, ce qu'on appelle le permis ACES, qui permet toujours, en tant qu'intérimaire, de toujours trouver des boulots. Et en plus, si tu te donnes, plus de missions tu as, plus tu gagnes. Donc, là-bas, mais bon, j'arrivais pas à trouver quelque chose de périn en termes de boulot, si tu veux. Et j'ai donc décidé de remonter sur Paris. Et là, on est en septembre 2018. On est à 2 mois des Gilets jaunes. Je remonte un petit peu aussi, une main devant, une main derrière de Perpignan. Tu vois, il me restait que quelques colis de ma fille, encore une fois. Mais bon, j'avais l'habitude par rapport à la première fois. Et ma sœur me dit, bon, voilà ce que je te propose. J'en avais marre du métier de la vente. Si tu veux, j'étais un peu blasé de toutes les péripéties que j'avais pu avoir dans ce boulot-là. Parce que le monde du commerce, c'est comme un monde de bâtards, il faut le savoir, hein. Ah ben j'y connais, je suis Euh, passé aussi par là. Enfin, j'ai eu un BTS c'est- négociation relation client et après je suis passé en école de commerce. Donc puis même mon papa est commercial, donc ouais, le monde de commerce, c'est un monde de requins, un peu. ouais, ouais, ouais. Puis voilà, voilà, donc j'en ai un peu marre. Donc ma soeur qui a une boîte dans le bâtiment me propose de travailler avec un petit papy qui a 2 ans de la retraite et qui va m'apprendre le métier de plombier. Donc voilà, tu vois, je fais un petit peu ce que préconise Macron, c'est d'ailleurs de traverser la rue. Quand tu veux trouver du travail, il y en a. Il faut peut-être apprendre aussi à changer de boulot, sans forcément que ce soit lui qui me le dise, parce que c'était déjà pas ma cam à l'époque. Euh, je, je, je fais ça, tu vois. Donc là, je pars sur une petite formation, le mouvement commence, je m'y implique, puis voilà, arrive ce qui arrive, et puis bah, ça, ce qui met un terme aujourd'hui à ce métier de plombier. Donc aujourd'hui, je dois trouver quelque chose à faire de ma vie, tout en ayant comme composante d'avoir un œil en moins, et puis d'avoir été sali médiatiquement, et que ça te paraît compliqué vis-à-vis d'un patron, si tu veux déjà, de recruter un mec qui, soi-disant, aurait foutu la merde en France, tu vois. Ça, alors, là, tu parles tu trouves on t'a sali médiatiquement. Comment tu penses que tu as été instrumentalisé par les médias? Enfin, parce que au début, moi, je te dis ça, c'est d'un point de vue extérieur, de juste en regardant la télé, en écoutant la radio et en consultant Internet. C'est, on est passé. Enfin, j'avais l'impression que tu étais quelqu'un de révolutionnaire qui est plus à vocation, on va dire, d'aider les gens. Et quand je regarde aujourd'hui, et moi, c'est un truc qui m'a frappé quand j'ai préparé l'émission, là, tout ce week-end. En fait, tous les médias, à chaque fois, il y avait une ligne sur toi, pas forcément négative, positive, mais en disant, bah voilà, c'est Jérôme Rodriguez, mais t'es sorti comme quelqu'un qui a comment dire, enfin, une personne vraiment anti-système, mais au plus extrême. Mais Je- non, pas du tout. C'est ça le pire, tu vois. Parce que le problème, à un moment donné, les médias se sont beaucoup interrogés de qui j'étais, de ce que je votais. Ça les a fait chier, hein, politiquement, savoir où je me basais. Alors, c'est pas compliqué, hein, ils vont voir dans les archives familiales, ils vont trouver ce qu'ils veulent, hein. Il n'y a pas de souci, tu vois. Mais les médias, c'est particulier, l'image qu'ils peuvent donner d'une personne et de la façon dont ils peuvent dépeindre ou mettre en avant une personne, tu vois. C'est euh, c'est euh, c'est particulier, ils savent. Ils m'ont fait passer pour un casseur, voilà, pour un meneur de gens qui avaient envie de tout détruire sur leur passage, de foutre en l'air l'économie, alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que tu vois, ne serait-ce que par mon cursus, j'ai quand même une famille qui est à 99% de gauche, très militante à l'époque de par mon grand-père et ma grand-mère. Moi, j'ai distribué l'humanité dimanche avec mon grand-père, tu vois. Et puis j'ai aussi cette éducation professionnelle, on va dire, ou instruction professionnelle capitaliste de par Disney. Donc, je sais faire aussi la part des choses. Tu vois, si tu es un vrai communiste à la base, tu vas pas travailler au pire pour une société comme Disney. Je veux dire, t'es pas raccord, t'es pas très cohérent, mais tu peux apprendre des deux, tu vois, aussi. Puis aussi, dans ma famille, j'avais d'un côté portugais très chrétien. Les communistes et les chrétiens, c'est pas forcément ce qui s'entend le mieux, mais il y avait toujours un profond respect et une tolérance de la part des uns et des autres. Mes familles, on s'est toujours très très bien entendu, et pas de souci, tu vois ce que je veux dire. Donc, toutes ces formules anticapitalistes, non, capitalisme raisonné où chacun peut y trouver son compte, je pense que ce serait pas mal. Les échanges commerciaux existent depuis des millénaires, je veux dire, hein. Je ne sais plus à qui je disais ça d'ailleurs. J'imagine que
l'homme de Cro-Magnon devait échanger un silex contre une peau ou vice-versa, tu vois. Donc, à un moment donné, on peut, je pense, revoir un petit peu les choses et le concept. Parce que bah, à l'époque, tu sais, je me disais, bah putain, j'avais cette idée en tête, le mec il a 15 Ferrari, 3 yachts et 12 000 villas et une île, parce que les mecs se sont mis à acheter des îles. Ça va, c'est bon, maintenant on fait quoi? Bah non, ils ont encore trouvé le délire d'aller dans l'espace, parce qu'ils vont nous inventer derrière, mais bon, derrière, il y a peut-être des gens qui crèvent de faim, et ce que tu es en train de foutre comme pognon dans une fusée, tu pourrais peut-être nourrir des gamins qui n'ont rien à bouffer, ou aider à nourrir, parce que par exemple en Afrique, quand tu vois la famine, tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup de gens intelligents qui disent qu'à défaut de leur envoyer de la nourriture, laissez-nous tranquilles, envoyez-nous les graines, on va se démerder aussi, tu vois. Donc, tu vois, c'est assez particulier. Donc non, je suis pas anticapitaliste, je suis pas anti-patron. J'ai un problème, si tu veux, avec les grandes entreprises, hein, celles qu'on appelle du CAC 40 et les licornes. J'ai rien contre les petits patrons. Mon père était un petit patron. Mon frère avait une boulangerie en France. Ma sœur a sa société en France. En quoi je serais pas, ma grande sœur est mariée à un mec qui a des sociétés en France. En quoi je serais anti-patron? Ce serait con quand même. Bon, déjà, je suis un petit peu le boiteux de la famille qui fout la merde dans la rue, on va dire, entre guillemets, alors que tout le monde a sa société. Alors, en quoi je serais anti-patron? Tu comprends? Donc, toutes ces fausses vérités qu'ils se sentent. Combien de journalistes ont fait, une des dernières fois, je crois qu'il y a un an en arrière, ou quelques mois en arrière, tu tombes sur un- une brève écrite sur Internet de la part de Europe 1, de mémoire, je crois. Et un an après, que sont-ils devenus? Et là, la meuf, elle te raconte ta vie, mais tu l'as jamais eu au téléphone. Tu vois. Et là, tu vois l'article, c'est du n'importe nawak. Et là, tu pètes un câble parce que c'est pas possible. Putain, tu vois. À un moment donné, tu es journaliste, tu fais ton job, tu appelles quand même la personne sur qui tu parles, même t'aimes ou t'aimes pas. Mais au moins, tu fais ça, quoi, tu vois. J'imagine qu'il y a une déontologie, un peu, tu vois. Ou même un respect, tant qu'à faire. Enfin, je sais pas, j'ai envie de parler de toi, je t'appelle. Bref. Et je mitraille un peu sur Twitter et la journaliste finit par m'appeler. Et puis, bah, entre guillemets, je lui mets une cartouche. Je lui dis, mais attendez, c'est quoi ce délire? Je dis, ça c'est faux, ça c'est faux. Ah, mais ouais, bah ouais, tu n'avais qu'à m'appeler. Bon, ça va, tu sais, c'est des jeux, c'est sur Internet, donc tu peux modifier le contenu de l'article. Elle a modifié selon ce qu'elle voulait dire et les vraies réponses. Putain, à un moment donné, la seule vérité, elle sort de ma bouche, elle sort pas de la bouche d'un journaliste, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est particulier. Donc, tu es là, tu as le journal, le Parisien, mais ça, ça fait 3 jours que tu as perdu ton œil, d'accord? Tu as le Parisien qui te sort un article, qui est parti fouiller dans le TAJ, que personne ne sait ce que c'est. Le TAJ, c'est un fichier police où, quand tu es victime, auteur ou même témoin des faits, bah, tu es fiché. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce fichier-là. Ça ne veut pas dire que tu as un casier judiciaire. Et là, les mecs, ils commencent à te dire que Rodriguez, c'est un dealer de drogue. Alors, il y a quoi? Il y a 15 ans en arrière, je me suis fait péter avec une petite boulette de shit qui n'a pas fait de conneries, tu vois. Donc, je passe à trafiquant de drogue. C'est génial quand même, hein, Puis juste, tu vois. alors après, on sait que la drogue, voilà, c'est interdit, c'est très mauvais pour la santé, c'est interdit même Oui, par la oui, loi. oui, mais Est-ce que c'est ce que je c'était t'ai dit, juste pour j'ai ta fait une connerie, tu consommation vois. personnelle? Le bout, Je t'ai soit dit, que... c'était il y a 15 ans en arrière. Ok, Bah oui, ouais. non, bien sûr, il y avait quoi? Il y avait même pas un gramme. Je crois que c'était comment on appelle ça, un 10 balles à l'époque. Ouais, ok. Tu vois. Donc, rien de bien méchant. Tu fais une garde à vue, un rappel à la loi et tu rentres chez toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, rien de bien méchant. Donc, mais à la limite, je faisais des go fast avec le Maroc. Tu vois, c'est des trucs de fou. Tu vois, je viens de te raconter ma vie, en quoi je faisais des go fast. Euh, Derrière, euh, j'ai fait escroquer les magasins, parce qu'une fois, dans un magasin, on m'a viré. Hein, bah, tu as vu, comme je t'ai dit, des fois, le monde du commerce, c'est un monde de bâtards. Il n'y a pas plus simple de virer quelqu'un dans un magasin. Déjà, il a volé. Hop, tu dégages. Donc, j'escroque les magasins. Voilà, je suis passé à escroc de magasin. Accessoirement, je fracasse ma femme et en plus, je m'en vante dans des meetings. Tu vois, je fracasse des femmes et je rigole. Tu vois, c'est quand même fort, avec des fake news de la part de Marlène Schiappa, qui arrive encore une fois d'Europe 1. Puis alors là, tu n'as même pas le droit à la parole. Hein. On parle de toi, on te déglingue. Il y a un mec un jour qui sort, qui te fait un découpage vidéo sur les réseaux, ce qu'on appelle les trolls qui sont là pour te nuire, qui te fait un découpage vidéo. Et tu as Marlène Schiappa qui utilise ce découpage vidéo pour te salir, à dire que je fracasse ma femme et que j'y prends plaisir. Et que je m'en vante dans des meetings. Et là même, alors tout a été effacé, les tweets, les machins, les trucs, mais je veux dire, on m'a jamais donné un droit de réponse. Tu vois. Donc ça va gérer ça. C'est dur ça, tu vois. Médiatiquement, parce que les gens se réfèrent à ça.
Et il m'est arrivé d'avoir des discussions avec des gens dans la rue et qui me disent, et puis après avoir discuté avec eux et de leur dire qui je suis, ce que je fais, et au final, le fond de mes pensées, à défaut de voir ce qu'on leur dit et ce qu'on leur fait manger, ils me disent, mais monsieur Rodriguez, moi, quand j'écoute la télé, vous êtes un casseur, quoi. Tu vois? Et là, ça n'a rien à voir avec le discours que vous tenez. C'est fou. Et les gens réalisent la frontière qu'il peut y avoir entre une ligne médiatique et ce qu'ils racontent et ce que je suis vraiment. Tu, là, je te pose une question, c'est uniquement on va dire l'esprit journaliste, et parce que en même temps, je pense que ça peut aussi être percutant pour se donner une idée. Est-ce que tu penses que y a une volonté générale des médias de diaboliser un peu tous ceux qui représentent les mouvements en fait populaires? Non, ils gagnent leur thune, hein. Moi, un jour, j'ai BFM, parce que tout le monde me dit que je suis le gars de BFM. BFM, j'ai fait deux plateaux chez eux. Je te parle pas des micro-trottoirs dans les manifs, on tend un micro, on t'en balance une. Je te parle de deux plateaux, d'accord? Et le premier plateau, c'est Apolline de Malherbe qui me réclame, d'accord? Et les mecs avaient commencé à raconter n'importe quoi. Alors au début du mouvement, ils prenaient plaisir, tu vois, ils en parlaient, donc voilà, il y avait toute cette effervescence autour des gilets jaunes, patacouf. Sauf qu'à un moment donné, ils ont commencé à raconter et à relayer les mêmes saloperies que je t'ai racontées avant, d'accord? Et là, les mecs, ils t'appellent, ils te demandent de venir sur le plateau. Je les envoie chier. Enfin, moi, je les envoie chier. Je dis comment ça? Et alors attention, ils me proposent le 19h à l'époque avec Apolline de Malherbe et tout, je sais plus, enfin, une belle visibilité, comme on pourrait dire dans le monde Ah, un pic médiatique, si tu veux. d'audience. Ouais, ouais, une connerie comme ça, tu vois. Et, je me prends une collab comment ça s'appelle, de Apolline de Malherbe. Je l'envoie chier. Vous êtes sérieux ou quoi? Vous venez de me chier dessus, vous rigolez ou quoi? Laissez-moi tranquille. Et donc la meuf a un peu du mal. Après, c'est Apolline de Malherbe qui prend le relais, qui communique avec moi et qui me dit, mais venez. Et je dis non, laissez-moi tranquille. Et puis là, personne ne comprend chez BFM et on me propose un entretien avec la directrice de l'information qui s'appelle Madame Pigalle. Et on me propose un entretien pour essayer de comprendre pourquoi j'ai pas envie de venir sur le plateau, tu vois. Et puis mon avocat me conseille d'y aller, il me dit, écoute, ça coûte rien que tu puisses discuter dans un bureau avec quelqu'un. Et puis donc je suis accueilli dans les locaux de BFM et je discute avec cette dame. Donc pendant 30 minutes, bah, c'est quelqu'un avec qui on se mettra pas d'accord, hein, c'est sûr. Mais la discussion, d'ailleurs, c'est une des premières discussions que j'ai enregistrées. Une des rares et premières discussions que j'ai enregistrées parce que je me suis dit que c'est quelque chose d'important et que je devrais garder en mémoire. Et pendant 30 minutes, on discute. Et c'est clair qu'on se mettra pas d'accord, elle et moi, si tu veux. Mais à un moment donné, on arrive quand même à un compromis que s'il y a quelque chose à dire sur ma personne ou sur le mouvement des Gilets jaunes, que je puisse intervenir et au moins avoir une contre-voix, une vérité. Ah, elle m'explique qu'ils ont gagné grave de la thune avec la pub, qu'ils ont récupéré des parts de marché, que tout le monde s'est gavé, hein, c'est une news aussi, c'est une news qui était en perte de vitesse à redécoller grâce aux Gilets jaunes. Il y a plein de trucs qu'il faut aussi voir, hein, tu vois. Et donc elle m'explique tout ça. Puis après, on discute aussi sur un éventuel débat avec Castaner qu'elle me proposait de faire. Alors moi, j'étais aux anges, si tu veux. Bah, le mec a perdu ses couilles, hein, il a refusé. Euh, donc voilà, tu vois, donc je ressors du bureau en me disant, bon, voilà, des gens de parole, et j'accepte de faire l'émission d'Apolline de Malherbe. Je t'aperçois qu'au final, c'est des menteurs, quoi. Ils ont pas de parole. Et qui sont là pour le blé, les parts de marché, de faire de l'audience et de laisser, comme disait l'autre, de l'espace disponible dans le cerveau des Français pour leur vendre un peu de pub. Voilà. On va revenir un peu à ton rapport avec l'école, et en même temps j'ai envie de faire un lien avec ton engagement auprès de la citoyenneté, enfin des citoyens du moins. Est-ce que quand tu étais au collège, au lycée, tu étais du style à te présenter aux élections de délégués de classe pour représenter tes camarades? Est-ce que tu as toujours eu cette envie de Oui, t'engager? je l'ai été souvent. Ouais, ça c'est quelque chose qui est ancré en toi? Après, ça peut paraître présomptueux de dire que j'ai du leadership et que j'ai su mener beaucoup de choses. J'ai eu des équipes de 80 personnes. Je sais, tu sais, aujourd'hui, en France, on a du mal avec ce concept de savoir qui on est et de cette valeur ajoutée que tu peux apporter. Le compliment, on a du mal en France. Taper sur la gueule, ça, on sait faire, hein. Quand on sait rabrouer, on sait engueuler, mais on sait jamais complimenter quand quelque chose, on sait jamais. La reconnaissance, j'ai l'impression que la reconnaissance n'existe pas, tu vois, en France. Et je te garantis que des fois, sur un bon boulot que tu peux accomplir, quand tu as fait un joli rayonnage, ou que tu as demandé à un vendeur de faire un bon rayonnage et qu'il remplit ses objectifs et que tu lui donnes un simple merci,
je vois que ça remplit sa journée de plaisir, quoi, tu vois. Parce qu'un simple merci, ça fait du bien aussi. Je ne parle pas d'argent, tu vois, ça peut avoir un café ou on va fumer une clope, tu vois ce que je veux dire, d'avoir un peu ce genre de reconnaissance. On ne sait pas faire un mec qui gagne 1 million en France à la sueur de son front. Les mecs sont pas capables de comprendre, ils vont dire il a forcément volé, c'est forcément un bâtard, tu vois, alors que non, déjà bravo, tu as fait ton 1 million d'euros, c'est génial. Moi, je suis le genre de mec à lui dire, mais t'as fait comment? Tu vois? Au pire, je peux peut-être essayer de faire la même chose. Je suis pas un mec qui veut gagner des millions, mais tu comprends le concept, tu vois. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Donc ce côté leadership, ce côté, je vais te donner une anecdote. Je me fais virer d'un lycée. Ça m'est arrivé une fois. Rien de bien méchant, hein. Encore, c'est même pas viré. C'est un compromis qui a été fait entre deux lycées pour que je puisse changer, tu vois. Et je tombe dans un lycée du 93, qui est le lycée Bouloche, à Livry-Gargan, et c'est ce qu'on appelait à l'époque le lycée des riches. Et c'est vrai que c'était un lycée où tu avais 90% de têtes blondes, on va dire, entre guillemets, et sans faire sans viser forcément, mais tu vois, moi je suis arrivé dans ce lycée, je viens d'un lycée où limite ça lançait des chaises contre les tableaux, un lycée où 99% des gamins ont leur bac et ça bosse. À la récré, ça bosse, tu vois. Truc de dingue pour moi, tu vois, complètement hallucinant. Et à l'époque, il y a colère, une grosse colère estudiantine lycéenne qui se met en place. Et ce lycée n'a jamais fait grève. Il n'y avait pas besoin, il y avait tous les ordi qu'ils voulaient, il y avait vraiment le matos pour travailler, tout se passait bien, c'était cadré, tu vois ce que je veux dire. C'était pas un lycée comme on peut décrire à l'époque en banlieue. Bah, je te garantis que je les ai foutus en grève. Et que c'est nous qui sommes partis. Alors, il y avait un autre mec avec moi aussi, qui s'appelait Jérôme d'ailleurs. Et on est parti chercher les autres lycées. Alors, moi, j'étais à Livry-Gargan, on est parti à Drancy, on est parti, je crois, à Noisy-le-Sec. Je me rappelle plus les noms des lycées, tu vois. Et quand ces mecs-là, ou des lycées un peu plus tendus, où arrivaient les bouffons de bouloche, entre guillemets, on a réussi à emmener pas mal de gens. On a chopé une Micheline à l'époque, on est monté sur Paris, on était faire des manifs. Et puis voilà, j'arrivais à créer aussi une émulation de ce côté-là, quoi, pour dire qu'il y avait des choses qui n'allaient pas à l'époque. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est limite le premier à le savoir. Tiens. Ah ouais, là, c'est une exclue là que tu m'as donnée. Ouais, ouais, parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui cherchent à savoir ce que j'ai fait dans ma vie et ce que je suis. Et il y en a un, limite, il va chercher un article du Parisien à l'époque parce que j'ai une amie qui me l'a envoyé quand elle a vu que j'étais dans les Gilets jaunes, machin. Elle m'a envoyé une coupure d'article à l'époque du Parisien dans un lycée où, pareil, on avait déclenché un mouvement de grève. Et j'apparais déjà dans cet article. Mais tu sais que les médias s'ils veulent aussi des archives. Ils font un truc, hein, ils vont entre 2005 et 2008, ils verront tous mes passages télé, hein, et personne ne le sait, ça aussi. Même à la Starac, d'ailleurs. Ah, t'es passé? Mais pas en tant que candidat chanteur, hein. Ah bah non, non, sinon on s'en serait souvenu, je pense. J'ai- On avait un partenariat avec la Starac, les quatre finalistes à l'époque. Alors attention, on était même dans les 2, 3 premières années, donc ça cartonnait de dingue, si tu veux. Ouais, moi, j'étais au travail, donc je connaissais pas, et puis c'est pas du tout mon délire, ce genre de choses. Et ils venaient au magasin et ils prenaient des jouets que l'on finançait et qu'ils allaient ensuite c'est pour faire de la télé, amener à des enfants malades dans les hôpitaux. Et moi, je les accompagnais, tu vois, avec le petit gilet Jouet Club à l'époque pour tu vois, faire aussi de la pub. Hein. C'est aussi ça le boulot. Et puis, donc, tu me vois à la télé, tu vois. Et puis, mon directeur avait du mal avec les caméras. Comme c'était un grand magasin parisien qui était assez beau, on a eu beaucoup de télé qui venaient au moment de Noël faire leur reportage par rapport aux jouets ou tout un tas d'autres choses. Mon directeur avait vraiment du mal avec les médias. Moi, j'étais déjà super à l'aise. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai déjà aussi appris à travailler avec les médias parce que c'est quand même des mecs, j'avais compris qu'ils pouvaient te faire dire n'importe quoi. Tu vois. Ah bah totalement, ils te font dire ce qu'ils veulent, et même après au montage, selon les coupures... Non, mais moi, même me souviens à l'époque, tu avais certains journalistes, tu vois, je leur disais blablabla, blablabla, et là, ils disaient, attendez, par contre, on va la refaire, mais est-ce que vous pourriez dire, non, non, cousine, c'est bon, je te l'ai dit, tu gardes ça en bas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Tu vois, j'avais compris de reprendre la question. Vous me demandez si ce jouet est cher, je vais vous répondre, oui, ce jouet est cher, et non pas, oui, tu vois? Ben, justement, ça me fait penser, je sais pas si t'as vu le documentaire sur Nicolas Anelka sur Netflix. Non, pas du tout. En fait, J'ai pas Netflix. il raconte à un moment que quand il jouait au Real de Madrid, la presse espagnole, en fait, il avait jamais parlé à la presse espagnole et la presse espagnole l'a très mal pris
Et un jour, ils lui ont fait croire qu'ils se sont intéressés à lui pour l'encenser. Et il l'invite à la rédaction pour faire un article de journal. Et puis, pendant l'article, donc il lui pose des questions sur comment il est arrivé au Real Madrid, comment ça se passe, tout ça. Et puis à un moment, il y a un journaliste qui lui dit bah tiens, est-ce que ça te dit de faire une partie de, je crois que c'était à la PlayStation, sur FIFA et il dit bah tiens, attends, je vais te prendre en photo là, on fait une partie ensemble, je te prends en photo. Et le lendemain, dans la presse, ils ont titré avec la photo de Nicolas Anelka qui joue à la PlayStation. Je crois que c'était un truc du style Nicolas Anelka marque que sur la PlayStation. Tu vois. Et Mhm. c'est là que tu vois en fait toute l'instrumentalisation de un journaliste, il fait croire et il raconte ce qu'il veut sur toi. Peu importe ce que tu lui dis. Mais c'est ça, oui, c'est ça. Moi, ça, j'avais compris. Bref, j'avais cette habitude. Et puis, tu sais, moi, le ridicule ne tue pas. Voilà, je suis pas, voilà, ça me faisait pas peur. Donc, j'avais cette habitude des médias et j'avais déjà compris un petit peu comment ils fonctionnaient. Donc, arrivé dans le mouvement. Et puis, tu sais, je vais te dire un truc. La première caméra que j'ai fait dans le mouvement, bon, déjà, c'est une caméra portugaise. C'est une journaliste avec qui, d'ailleurs, je suis devenu ami, d'ailleurs, parce que là, bon, maintenant, elle est partie en Angleterre. Et qui représentait la première chaîne nationale, le France 2 du Portugal. Et j'avais croisé sur les champs, et puis comme je parle très bien le portugais, j'avais échangé avec elle, et j'avais croisé, je crois, même 2 fois. Donc, et j'avais pris la parole sur les réseaux portugais. Et, euh, et j'en avais marre d'aller en manif, de voir des gens qui combattaient pour les revendications qu'on avait du 17 novembre 2018, et le malin plaisir que pouvaient avoir les caméras d'aller chercher le seul mec, peut-être, tu vois, avec 3 dents en moins, malheureusement, une clope au bec, une canette, parce que voilà, les gens aujourd'hui en France, bah, ils sont accros à l'alcool, malheureusement, hein. Des fois de se foutre de leur gueule, il faudrait peut-être les aider, ces gens-là, parce que c'est quand même une maladie, et les gens en meurent, et tout le monde s'en fout. Et ces gens-là, on les fait passer à la télé, et puis ils sont là, un peu éméchés, ah, on va enculer la gueule à Macron, on va aller l'évécher quand, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais super, quoi. C'est ça l'image que tu donnes des gens qui viennent aujourd'hui réclamer. Mais ils en font, tu vois ce que je veux dire? Ils en font, c'est 90% de la manif sont ce type de personnes. Attention, j'ai rien contre cette personne, hein, je te le dis. Tu vois? Au contraire, moi, j'ai des gens dans la manif, ils n'ont pas leur canette le samedi, c'est pas les mêmes, tu vois? Donc, et si tu veux, je me dis, putain, le jour où il y a un micro qui me tend, je vais pas chercher le micro, hein, mais le jour où on me tend un micro, je parle. Et au final, on est, je crois, à l'acte 6. Et j'ai une fille de CNews qui passe à côté de moi et qui me dit, monsieur, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là? On échange un petit peu. Et puis elle me dit, est-ce que vous voudriez intervenir? Donc elle vient, elle fait son truc et elle me tend le micro. Et j'ai la vidéo d'ailleurs, c'est vrai. Et puis elle me dit, je blablate, hein, là. Bref, on parle du mouvement, pas fin. Elle va finir son dos un peu plus loin, et puis elle coupe, et elle revient vers moi, elle me dit, c'est un truc de fou, monsieur Rodriguez. Je dis, comment ça? Elle me dit, vous avez parlé 3 minutes 52. Je dis, alors? Elle me dit, c'est énorme. Et il n'y en a pas un qui a mousseté sur le plateau. Vous les avez tous tués. D'accord, bah, génial. Je m'étais dit que si j'avais un micro, j'essaierais de rattraper un petit peu tous ces ramassis de saloperies qu'ils étaient capables de dire et de peut-être donner une autre image. Je vais aller, objectif accompli, je passe à autre chose si tu veux. Et elle revient 5 minutes après, elle me dit, monsieur Rodriguez, ils sont devenus fous, ils veulent votre numéro, est-ce que vous pourriez passer sur le plateau? Donc là, je me dis, bon, bah, j'ai une ouverture si tu veux, pour peut-être redonner une autre image de ce que pourrait être le mouvement des Gilets jaunes. Et puis, bah, c'est comme ça que ça s'est lancé, si tu veux, le phénomène médiatique. Il y a et le phénomène médiatique justement des gilets jaunes, ça a été accentué aussi avec la. Alors là, je te parle du phénomène médiatique à titre personnel, tu vois. Ouais, titre Parce que personnel. le phénomène médiatique des Gilets jaunes, il était déjà immensément balèze, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on va repasser un peu sur l'engagement depuis les Gilets jaunes. Est-ce que ça a vraiment débuté? Parce que au début, c'est un mouvement qui avait commencé sur les réseaux sociaux. Et puis, comme ça, il n'y avait pas de, on va dire, de déclaration officielle, tout le monde se posait la question de savoir est-ce que vraiment ça va se faire ou pas. Et puis, il y a eu l'intervention de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste qui a donné la parole aux Gilets jaunes. Et est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu as senti une crédibilité du mouvement?
Au début du mouvement, c'est diffus, hein. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est assez diffus. C'est une grosse colère, c'est beaucoup de pression. Moi-même, le 17, j'ai pas réussi à accéder à Paris, j'ai été bloqué par des Gilets jaunes. Donc, je te garantis que le 17 novembre 2018, moi, les Gilets jaunes, je les avais en travers de la gueule, hein. Parce que moi, c'était plus un mouvement populaire, pas forcément avec de couleurs ou d'étiquettes, tu vois, de rester, on va dire, neutre. Bon, après, attention, c'était surtout, j'étais en colère, ils avaient bloqué la Nationale 2, je bossais le matin. Il fallait vite que je termine enfin, je bossais le samedi matin, hein, tu vois. Il fallait vite que je termine mon travail pour pouvoir rejoindre la manif parce que c'était le moment que j'attendais aussi du fond de mon canapé depuis pas mal de temps, si tu veux. Et là, t'as des gilets jaunes qui me bloquent. Non, mais c'est quoi le délire, tu vois? Donc bon, bref, le 17, je perds 3 heures sur la route, donc impossible de rejoindre Paris. Et pareil, le 24 novembre, le samedi d'après, complètement nassé, bloqué, gazé, fracassé sur Madeleine. Parce qu'il n'y avait pas que les Champs-Élysées où on se faisait démonter, hein. Donc, c'est comme ça que moi je suis rentré dans le mouvement et puis voilà, je venais participer à cet élan populaire qui venait crier son mécontentement et quelque chose ne va pas, tu vois. Et là, 3 ans et demi après le début, est-ce que et après, donc tu m'as dit le sixième acte, est-ce que tu as senti que les choses ont changé ou ça s'est empiré? C'est-à-dire, Bah, au niveau on va dire des revendications souhaitées, aussi comment dire, du sentiment des gens qui manifestent. Est-ce que tu sens une colère qui a évolué dans le bon ou dans le mauvais sens au fil du temps? Est-ce que l'État finalement, parce que il y a eu quand même quelques gestes de l'État, mais mais quelques gestes de quoi, de la poudre aux yeux comme d'habitude, comme les coûts de communication dont on te donne 100 euros à la fin du mois. Oui, j'ai beaucoup de gens d'ailleurs dans la rue qui me remercient sur la première prime de Noël qu'il a pu demander défiscalisée. Le jour, j'avais rendez-vous avec mon nouveau banquier, enfin mon nouveau conseiller de banque, pardon, et le mec, il me regarde une fois qu'il me reconnaît, il me dit: ah, putain, monsieur Rodriguez, merci, hein, parce que les 1000 euros que j'ai touchés moi il y a 2 ans, ça m'a fait plaisir, hein. Bah, même les conseillers en banque, on pourrait croire que les mecs ils palpent et étaient contents d'avoir touché ces 1000 balles, le mec, tu vois. Donc il me dit, hein, il m'a dit clairement, pour moi, c'est pas une prime Macron, c'est une prime gilet jaune. Mais qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Regarde le prix du gasoil aujourd'hui, regarde les ah, taxes, mais il a regarde encore ce qu'ils ont fait de augmenté, notre ouais. argent. Mais c'est même pas une question d'augmentation, je le répète. Au final, les gilets jaunes, on est sortis dans la rue. Ouais, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, c'est un fait. Tu as tout ce qui est industrie pétrolière qui aussi joue sur les prix et font ce qu'ils veulent, si tu veux. Et puis derrière, tu as les taxes. D'accord? Donc c'est trop cher. Ok, c'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre le problème autrement. Sur 100 euros de carburant, on va arrondir à 60, hein, c'est 58 pour le super et c'est 56 pour le gasoil. Mais on va arrondir à 60. Donc, sur 100 euros de carburant, tu as 60 euros de taxes. OK? Juste pour le carburant. Sur ces 60 euros de taxes, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce que la vraie question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Tu as des gens qui dorment dehors. Quand il arrive à une épidémie en France, tu n'as pas de lit d'hôpitaux, tu n'as pas de personnel, le personnel n'a pas de matériel. Tu vas à la mairie, tu galères pour avoir une pièce d'identité, je ne sais pas combien de semaines. À la préfecture, bah, tu n'as plus de service, hein, tu fais ton permis tout seul aujourd'hui, tu fais ta carte grise tout seul, ou alors tu payes un mec 30 balles. Tu vas aux impôts, moi l'autre jour encore j'ai un problème avec les impôts, 1h17 au téléphone, j'attends encore qu'on me dise allô, j'ai toujours pas ma réponse. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que tout le service public est foutu en l'air et on peut prendre de l'argent. Donc ça c'est une première chose. Euh, Si à un moment donné, moi, mes 60 euros qu'on me prend, j'ai la certitude absolue que mes gamins vont être vachement bien instruites à l'école et que l'école, ça va très bien se passer. D'accord? Que les SDF vont pouvoir avoir un logement. Que quand je vais à la mairie, je peux être servi en limite 24 heures. Que quand je vais à l'hôpital, on me soigne gratuitement, comme c'était avant en France, parce que c'était ce qui représentait le mieux la France, la santé. Tu vois ce que je veux te dire? On n'en a même pas pour notre argent. Tu vas dans une grande surface, tu prends un caddie à 60 balles, tu as 60 balles de caddie. C'est pas on t'en donne pour 30 balles alors que tu en payes 60. Tu vois ce que je veux dire? Donc on a toujours cette théorie de mais si on augmente les services publics, on va vous prendre plus d'impôts. Mais on nous prend déjà plus d'impôts. Et on en a toujours moins. Et même dans une société capitaliste, c'est pas normal parce que plus t'en donnes, plus t'en payes, plus t'en as normalement. Et bien là, plus tu payes et moins t'en as. Tu as payé 60 euros de taxes et tu te retrouves avec 17 000 lits en moins. Alors, soit les mecs ne savent pas gérer, soit où est-ce que va l'argent? Alors moi, j'ai une première réponse d'où est-ce que va l'argent. Tu prends aujourd'hui la polémique sur les EHPAD, polémique qui revient tous les 10 ans, hein.
Il y a encore 10 ans en arrière, il y avait un envoyé spécial où on avait un problème avec comment on traitait nos anciens dans les maisons de retraite. D'accord? Donc là, il y a un mec qui sort un bouquin et tu apprends quoi? Que ces gens-là sont financés par les deniers publics, c'est-à-dire notre argent, et que plus d'anciens ils font rentrer dans la maison de retraite, plus ils vont toucher de l'argent de l'État. Et cet argent, au lieu de le mettre au bien-être de ceux des pensionnaires, et surtout en termes de personnel et de matériel, les couches, eh ben, ils vont le jouer en bourse. Ils vont le jouer en bourse. C'est dans le livre. Hein. Donc toi qui n'as pas d'argent pour le jouer en bourse, pour peut-être, allez, arrondir les fins de mois, je connais quelques petits boursicoteurs qui y arrivent, si tu veux, et un mec que tu connais pas, qui est censé s'occuper des anciens, va le jouer en bourse, et pendant ce temps-là, excuse-moi de l'expression, t'as nos vieux qui crèvent la merde au cul dans ces maisons. Ouais, c'est ça. Et d'autant plus que les EHPAD, pour les foyers, pour les familles, c'est très très cher. C'est ça, tu payes 4000 balles, et t'apprends que ton père a 3 couches par jour. Malheureusement, s'il a une petite dysfonctionnement intestinal, eh ben, il va rester la merde au cul plusieurs jours, parce qu'il n'y aura pas assez de couches. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce défaut d'humanité? Des gens qui préfèrent jouer du pognon et laisser des gens crever. Et, tu vois, et ça, j'allais dire c'est mon argent, mais c'est ton argent, Yannick. Tu vois? Et attention, hein, je te parle du carburant, mais il y a la TVA, il y a les impôts locaux, il y a les impôts, nos impôts, bref, d'accord? C'est c'est aberrant. Donc aujourd'hui, tu as des espèces de guignols au gouvernement qui n'ont jamais travaillé, peut-être jamais même tenu une pioche de leur vie, qui sont juste là pour faire du blabla et qu'au final ne savent pas gérer, ou alors je sais pas, ils s'en mettent plein les fouilles. Tu, Tu tu, vois, tu j'en sais sens que rien. les politiques sont vraiment déconnectés de la vraie vie? Mais ils le veulent bien, parce qu'ils vont dans le sens où ça les arrange. Ils n'ont pas envie. C'est même pas, ils ont pas, c'est pas ils entendent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Parce que, tu vois, moi, il y a aussi un truc que je me dis au vu de l'extérieur, c'est que je me dis, en fait, des exemples, comme tu dis, il y en a eu, et quand j'écoute mes parents, mes grands-parents, des incompréhensions avec, on va dire, avec l'État, il y en a eu, ça date pas d'hier, ça date de tout le temps. Et en fait, ce qui est vraiment, ce qui différencie aujourd'hui, c'est que pour le coup, là, on est de plus en plus proche, enfin, je dis on, c'est la population, hein, et, c'est là où ça va le plus toucher, on va dire, l'État, jusqu'à tel point qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a giflé le président Macron. C'est pas excusable, mais comme tu l'avais dit sur le plateau de Cyril Hanouna, euh, ça peut y avoir une explication non excusable à ça, non Mais excusable. On rappelle. pourquoi ce jeune homme en arrive à là? On essaie de comprendre comment un mec qui a violé une gamine, on essaie de comprendre comment il arrive à là et peut-être limite lui trouver des circonstances atténuantes si lui-même il lui arrivait à la même saloperie. Peut-être que le mec à un moment donné il a pris un coup sur la gueule qui lui est venu de la part d'un flic et que tu vois tu comprends ce que je veux te dire? On est capable de trouver des excuses au pire salaud de la terre et parce qu'il y a un mec qui gifle, je ne cautionne pas, hein, je le répète, hein, parce qu'à défaut ça nous porte plus préjudice qu'autre chose. Déjà dans un premier temps, à défaut que ça lui mette la gueule toute rouge, mais le truc c'est que pourquoi il en arrive à là, le mec, tu vois? C'est fou, tu vois. Et ça, c'est limite de chercher à comprendre, parce que j'imagine qu'il a dû croiser un psy dans son parcours judiciaire, hein, bah, de chercher à comprendre, ça voudrait dire qu'on l'excuse, Ouais, bien sûr. tu vois. Ben, tu vois là, par exemple, sur ces termes d'incompréhension, moi j'ai fait une différence. Alors, tu vois, j'ai 25 ans cette année. J'ai eu mon permis à 18 ans. Et souvent, moi, pour le travail, je fais régulièrement 2 à 3 fois par semaine des allers-retours entre Grenoble et Lyon en voiture. Donc je prends l'autoroute. Et il s'avère qu'entre Grenoble et Lyon, bah, manque de peau, cette portion d'autoroute, au rapport kilométrique, c'est la plus chère de France. Je suis passé à un moment, et pourtant il n'y a que 100 kilomètres. Et je suis passé au début le trajet au péage me coûtait 10,80 €. Hier, enfin il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière que ça a augmenté, c'est passé à 12,20 €. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu quand même. Alors les péages, c'est simple. Leur méthode de fonctionnement, c'est comme ça. Ils vont te dire, on va augmenter les péages de 2,5%, d'accord? Donc ça, c'est une moyenne nationale. C'est-à-dire que les péages où tu as du transit vont prendre 10% et le péage où il n'y a personne va prendre 1%. C'est ça.
Mais Tu vois? tu, tu- tu- T'as même des mecs sur Internet qui t'expliquent des techniques de sortir une sortie avant, de limite faire demi-tour et rentrer sur l'autoroute. Tu gagnes quelques euros. Ah, mais c'est ce que je fais. Et puis moi, je sais même que si je sors et à chaque fois que je rentre sur les bornes de péage, mon trajet est encore moins cher. En plus, c'est même pas genre plus tu la prends, moins c'est cher au rapport kilométrique, c'est plus tu la prends, plus c'est cher. Mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était qu'il y a un moment, j'ai posé la question à mes parents. Je dis, mais ça a évolué comment les péages? Et mes parents, ils m'ont dit, bah, c'est simple. À la base, les autoroutes, l'État les avait fait construire, les avait rendues payantes dans le but de les rembourser et que c'était payant mais de manière provisoire. Et puis à un moment, l'État a décidé de vendre les autoroutes. Et Mhm. c'est là que je me dis, mais après c'est juste ma réflexion de simple citoyen, donc je vais influencer personne là-dessus. Mais je me dis, quand à un moment on promet de... Et c'est pas juste parce que mes parents me l'ont dit, après je me suis renseigné, quand on promet à des gens que, ok, on va tous rembourser de manière solidaire, parce qu'au final c'est un peu ça, de manière solidaire pendant un certain temps, et que d'un seul coup, on vous met un couteau dans le dos et on va le vendre à profit. Et là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et puis après, j'ai fait le parallèle à ça avec plein de, comment dire, tu vois, de petites. Ça peut être des péages, mais ça peut être aussi, je sais pas, quand tu prends des rocades ou des périphes dans certaines villes, des fois ça peut être payant. Et je me dis, en fait, on passe constamment notre temps à payer. Ah bah ça, c'est sûr. On passe La voiture. Ouais, la voiture. Et quand c'est pas la voiture, je te prends d'autres villes. C'est un exemple. Je prends Paris, par exemple. Moi, je fais la différence entre Paris et une autre ville de région, de province. Paris, moi, quand j'y vais, j'ai l'impression que le matin, quand je me lève, dans la journée, j'ai déjà utilisé 50 euros. Parce que si je veux voir mes amis, ben, je suis obligé de sortir, donc de prendre le métro. Il faut que je paye le métro. Faut que derrière, il faut que je paye à manger parce que je peux pas recevoir mes amis chez moi parce que c'est trop petit. Donc si on veut se voir à 10, à 15, eh ben, on est obligé d'aller dans un restaurant. On est obligé de payer à manger. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que bah, selon au fil du temps, en fait, on fait que payer constamment. Est-ce qu'on peut vraiment passer une journée sans payer? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 non, mais c'est clair, c'est clair. C'est un truc de ouf. Tu passes ta journée à raquer. C'est ça, c'est ça. Si tu veux vivre, hein, c'est ce que je disais d'ailleurs ce week-end sur les principes de liberté, parce que là, c'est bien, on crie liberté, liberté, mais à un moment donné, la liberté aujourd'hui, elle a un prix. Elle a le prix d'un cinéma, elle a le prix d'un restaurant, elle a le prix d'un séjour en vacances, et tout ça, c'est de l'argent. Ah, mais bien sûr. Tu vois? Aujourd'hui, la liberté, elle est monétisée quelque peu. Bon, tu as la liberté d'aller te promener, de prendre l'air, c'est gratuit. Et encore, l'air, tu as une taxe carbone. Donc, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, même l'air que tu respires et l'eau que tu bois, enfin bref, et partout tu raques, même sans le savoir. Ah ben les cinémas, je pense que c'est l'augmentation qui a fait le plus mal au cœur dans le quotidien des Français. Parce que, Attends, une famille de quatre, c'est 50 balles, hein. ouais, Et t'as du voilà. mal avec le popcorn, hein. T'as un petit paquet de bonbons à la rigueur, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein? C'est C'est ça. surtout ça. D'un point de vue politique, j'ai vu que récemment, il y a Florian Philippot qui a essayé de se rapprocher du mouvement, du mouvement Gilets jaunes, qu'on voit de la liberté et Non, anti. non, on va être rapide. Lui, il bouffe à tous les râteliers. Dès qu'il y a un mouvement, il essaie de le récupérer. Donc, on va passer à autre chose. C'est quelque chose de pas intéressant, ce mec-là. Et je voulais revenir aussi voilà, sur quelque chose. Quand tu vois des politiques comme Marlène Schiappa, qui a reçu il y a pas longtemps des influenceuses sur les réseaux sociaux pour parler d'un sujet important qui est l'harcèlement sur Internet. Et à côté, on voit que tu as des citoyens qui manifestent depuis 3 ans et demi de manière hebdomadaire et que tu vois que bah, finalement c'est très peu écouté. Comment tu pèses un peu sur cette balance? Est-ce que tu as l'impression qu'au final, il y a une partie de la population qui est méprisée et on se concentre des fois sur ce qui n'est pas forcément les priorités, sans comparer vraiment les souffrances, parce que c'est important aussi, hein, le Bon, harcèlement sur Internet. je pense que si les influenceuses n'avaient pas fait leur délire sur les réseaux à se montrer, on en aurait même pas été au courant. En soi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait des années qu'on essaie d'avoir des rendez-vous, d'être autour d'une table et de peut-être apporter des revendications, de ne pas être entendu.
C'est là où voilà, c'est tout dans le. Voilà, on revient encore dans tout ce qui est média, du marketing, de montrer des images, de la com, et à défaut de s'occuper des vrais problèmes et de s'intéresser. Bah, attention, je ne dis pas que c'est pas un vrai problème, hein, ce dont concernent les influenceuses et de la discussion qu'on peut avoir avec Marlène Schiappa, mais il y a aussi d'autres soucis auxquels on n'a pas voulu s'intéresser, et qu'à défaut de s'intéresser, on nous a défoncés, quoi, tu vois. À défaut de nous inviter autour d'une table, on a préféré nous envoyer la police. J'imagine la tête, j'imagine la tête des influenceurs si on leur envoie quelques gaz dans la tronche, quoi. Et Jérôme, j'ai une petite dernière question. Euh, Est-ce que tu penses t'engager en politique en 2027 si le gouvernement ne change pas aux prochaines élections? Oh, j'ai du mal à savoir ce que je vais faire demain, donc on attend 2027 et on en reparle si tu veux. Eh ben écoute, on en reparlera. Ou alors on en reparle, c'est quand? C'est fin avril, le deuxième tour. Ouais, fin avril, début mai, Voilà. je crois. Donc à ce moment-là, je prendrai des décisions, mais dans l'absolu, aucunement politique, je te rassure. Ok. Et à quelques mois des prochaines élections, est-ce qu'il y a une ou un candidat qui sort du lot pour toi? Non, non. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Se battre pour leur parti, se battre pour les Français, je sais pas, j'ai du mal à y croire si tu veux. Il y en a, ça fait longtemps qu'ils sont sur le terrain politique, on les a pas vu faire grand-chose depuis, voir si ce n'est aggraver la situation. D'autres, on ne sait pas ce qu'ils foutent là, et puis d'autres, on a bien compris pourquoi ils étaient là, donc ça reste compliqué. Et puis tu vois qu'aujourd'hui, il y a un déni de démocratie où on ne laisse pas la liberté de parole à tous, et qu'on se concentre sur des phénomènes médiatiques, et ça induit en erreur pas mal de personnes, quoi. Parce que les gens vont être assez intelligents pour comprendre qu'il y a des gens qu'il faut dégager, et puis, euh, et puis qu'on essaie de passer à autre chose et qu'on écoute aujourd'hui ceux qui construisent la France, parce qu'aujourd'hui, c'est pas les hommes politiques qui construisent la France, hein. C'est pas leur sueur, c'est pas leur sang, hein. Ils sont là à blablater, c'est les Français, les citoyens même, parce qu'il n'y a pas que des Français en France, il y a l'ensemble des citoyens qui vivent en France, qui contribuent, hein. Il y a des métiers, tu sais, on critique l'immigration, mais il y a des métiers que l'immigration fait qu'aujourd'hui les Français ne font pas, et que je vais te dire un truc, hein, les Parisiens ils ont bonne gueule, mais si t'as pas des Blacks pour faire le ménage, eh ben ils vivent dans le caca. Et puis si t'as pas des Pakistanais dans les cuisines, tu manges pas pour 12 euros. Tu vois, faut prendre conscience des choses aussi, quoi, tu vois. Voilà. Et puis aujourd'hui, si t'as pas les gens de l'Est, ben, ils habiteraient dans les arbres. Donc voilà, faut juste remettre, comme qui dirait l'autre, un peu l'église au centre du village. Voilà, de donner du respect à ceux qui sont sur le terrain tous les jours, hein. Je donne toujours cet exemple. Alors c'est extrême comme exemple, mais tu vois, tu vas prendre Yves dans le Périgord qui vend du foie gras dans le monde entier, peut-être à des grands restaurants en Amérique ou au Japon, tu vois, qui fait connaître et reconnaître le savoir-faire français, ne serait-ce qu'au niveau du foie gras, hein. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui peut-être est prévu la pâtisserie française qui s'exporte, hein. Mon frère est parti travailler à l'étranger, il en a eu marre d'être en France. J'ai garanti en tant que chef pâtissier, c'est un pont d'or qu'on lui a fait. Et, et là, tu as un mec qui arrive et qui va t'apprendre à comment bosser et t'emmerder pendant que tu travailles avec des charges, des machins, des trucs, des délires, alors que lui-même n'arrive pas à vendre 12 sous-marins à l'Australie. On n'arrive même pas à vendre les fameux Rafales. Non mais sérieux les mecs, ils n'arrivent même pas à gérer l'argent de l'État et vous allez donner des leçons à des familles qui, eux, gèrent le moindre euro pour pas finir le ventre vide à la fin du mois. Voilà, elle est là la réalité, si tu veux. C'est le fait que je dis le fait que je dis pas ce que je fais, je crois que les gens en ont vraiment ras-le-bol, quoi. De recevoir des leçons d'un mec qui t'interdit de sortir de chez toi et de ne pas recevoir plus de 6 personnes à Noël, pendant que lui fait la teuf avec l'équipe de France au palais de l'Élysée, sans masque, pleine bourre. C'est vrai que c'est un peu scandaleux ça. Bah, ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il fasse la fête, c'est que nous, on nous l'interdit. Ah bah bien sûr, oui, 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 non mais c'est ça hein, Fais que je la fête, souligne mec, là-dessus, y hein. a pas de Ouais, ouais. problème, mais laisse-moi faire la fête, quoi. Tu vois, c'est comme tout. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah écoute Jérôme, je te remercie de m'avoir accordé 1h15 de ton temps. Euh, Pas de souci, Yannick. Je te je, devais bien ça. franchement, alors, bah tu le sais, là, je pense qu'on peut en parler peut-être 2 minutes là-dessus. Après, tu me dis si tu veux que je le coupe au montage. Mais la dernière fois, en fait, quand je suis rentré en contact avec toi, c'était suite à une émission auquel j'ai assisté dans le public. C'était pour Balance ton poste. Et qu'il y avait eu une altercation entre Bruno Pomar et toi sur une coupure pub sur le plateau. Et depuis, je crois que d'ailleurs, on te voit plus trop sur C8.
Et voilà, bah, moi je tenais à préciser que bah, voilà, pour les personnes qui étaient présentes dans le public, peut-être que comme ça, de vue de l'extérieur, t'es passé pour une personne agressive et même avant sur le plateau, et ben je tiens à montrer que bah, pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast du début à la fin, bah, que tu restes dans ta lignée du citoyen pacifiste. C'est clairement le cas. Et que tout en restant dans un esprit de neutralité, je pense qu'il faudrait qu'on s'écoute les uns les autres. Et puis un petit mot surtout pour on va dire pour les personnes dans les manifestations qui ont tendance à envenimer les choses et à créer de la violence. Il y a un moment, bah voilà, faut arrêter. Et puis il faut plutôt s'écouter les uns les De part autres. et d'autre, hein. La violence vient Ah mais bien sûr, de part et d'autre, hein, tu vois. de part et d'autre. Bah tu vois, moi je fais la balance entre tout ça. Ça m'est déjà arrivé parce que je sais pas si tu m'images, mais je suis black et ça m'est arrivé et je vois la différence entre par exemple Paris et la province. Ça m'est arrivé par des policiers à Paris de me faire en plutôt rentrer dedans avec un air très méprisant, et ça m'est arrivé par contre en province que la gendarmerie face à une agression raciste m'a sauvé la vie. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours deux poids deux mesures. Oui, 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 Le bien mauvais sûr, bien sûr. le mauvais va dans les deux sens, mais partons plutôt sur un esprit de paix et C'est pas parce que t'as une patate pourrie que l'ensemble du sac est pourri. exactement. Voilà. Exactement. Eh ben merci Jérôme. Merci à toi. Je te dis à très vite. Et puis si Bah, pas de je suis soucis, sur quand Paris, tu veux, bah, j'essaierai de venir te voir. le monde est petit avec les montagnes qui se rencontrent pas. C'est une belle phrase. Beau mot de la fin. Merci Yannick, et prends soin de toi mon ami. Merci toi aussi. Au revoir. Ciao, au revoir. YB Voice. YB Voice.